Tarissement des flux de gaz russes vers l'Europe, inflation galopante, sécheresse extrême. Avant un hiver qui s'annonce difficile, l'avis de tempête est déclaré sur les marchés de l'énergie qui flambent en Europe. La présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne annonce une réunion le plus tôt possible des 27 sur la crise énergétique. Nous sommes engagés dans une guerre de l'énergie face à la Russie et cela affecte toute l'Union, déclare le ministre tchèque de l'énergie Josef Sikela dans un tweet. La France et l'Allemagne subissent en une semaine une hausse inédite des prix. Alors que le kilowattheure ne coûtait que 85 € dans les deux pays il y a un an, il est aujourd'hui 10 fois plus cher, à 850 € outre-Rhin et 1 000 € en France. Seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires de l'Hexagone fonctionnent, notamment à cause de problèmes de corrosion. Effet direct, la production électrique atteint un niveau historiquement bas, ce qui fait grimper les prix. Autre problème en Allemagne, la dépendance au gaz russe, mais même conséquence, des prix inexorablement tirés vers le haut à mesure que les livraisons de Gazprom se réduisent. Malgré les bonnes performances du solaire, les énergies renouvelables ont quant à elles souffert des conséquences d'un été historiquement chaud et sec sur une grande partie de l'Europe. C'est l'une des conséquences de la multiplication des épisodes de canicule et de sécheresse en France. Des fissures apparaissent sur les façades ou les plafonds des maisons construites sur des sols argileux. Une préoccupation majeure pour de plus en plus de propriétaires qui voient leur lieu de vie fragilisé. C'est vraiment un dégât très important. Donc voici une lézarde. Donc on a un risque de péril si cette façade s'effondre avec le toit qui va suivre et là ça peut être catastrophique. Les effets de la sécheresse se font ressentir également dans les vignobles où les vendanges, qui ont lieu habituellement mi-septembre, ont déjà débuté. Le secteur s'adapte comme il peut aux conséquences du réchauffement climatique. Avec la chaleur, les fréquences d'arrosage augmentent dès la plantation de la vigne. Habituellement, on arrose avant de planter, juste après que ce soit planté et peut-être 1 ou 2 fois maximum. Et là, on a dû arroser au moins, ça doit être la 4e fois qu'on arrose en plus des fois habituelles. Les éleveurs de bétail aussi doivent s'adapter face à une herbe qui se raréfie, brûlée par le soleil. Pour nourrir ses vaches, cet agriculteur utilise ses stocks prévus pour l'hiver. Une solution à court terme qui pourrait l'obliger à vendre des bêtes. Par principe, des vaches qui vont être vendues parce qu'elles ne pourront pas être nourries, quoi. Donc qui dit vendre des vaches, dit donc moins de lait pour l'année prochaine. Donc encore un peu plus de tension sur les produits laitiers l'année prochaine à partir de 2023. Malgré les récents orages, la sécheresse intense que connaît actuellement la France touche l'ensemble du territoire. La plupart des départements sont concernés par des restrictions d'eau et une centaine de communes sont privées d'eau potable. C'est un lieu emblématique de la colonisation française en Algérie qu'a choisi Emmanuel Macron pour cette 2e journée de visite officielle dans le pays. Le cimetière européen Saint-Eugène, où ont été enterrés des milliers de Français de confession chrétienne et juive jusqu'à l'indépendance en 1962. 60 ans plus tard, la mémoire est encore à vif. Le président français et son homologue algérien Abdelmajid Tebboune ont annoncé ce jeudi la création d'une commission binationale sur la colonisation. Seule manière, selon Emmanuel Macron, de regarder en face une histoire qui aujourd'hui encore divise de chaque côté de la Méditerranée. Sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Aucune repentance. Emmanuel Macron entend ainsi déminer toute polémique en France, où une partie de la classe politique, notamment à droite, défend encore l'héritage français en Algérie. En 2017, alors candidat à l'élection présidentielle, il avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, une sortie qui avait largement fait réagir à Paris et satisfait à Alger. Depuis 1962, la France a toujours refusé de s'excuser pour les crimes commis durant les 132 années de domination de l'Algérie. Visible à l'horizon depuis la Finlande, la torche en feu du site gazier de Porto Vaia. Côté russe de la frontière, à quelques kilomètres seulement de l'Union européenne, des millions de mètres cubes de gaz partent en fumée chaque jour. Selon le bureau d'études norvégien Rystad Energy, il s'agit pour Gazprom de se débarrasser de l'énorme surplus de gaz initialement destiné à l'export, notamment vers l'Allemagne.
Les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1 ont été très fortement réduites depuis le lancement de l'invasion russe en Ukraine en février dernier et les sanctions occidentales qui s'en sont suivies. Berlin y voit un geste politique, tandis que Gazprom évoque des problèmes techniques. Selon les experts, il est effectivement possible que la station de Portovaya brûle son gaz à cause de dysfonctionnements. Mais la période très inhabituelle et l'importance considérable des volumes à des niveaux sans précédent selon les experts laissent peu de place au doute. En avril dernier, l'Union des industriels russes avertissait que faute d'exportation et en l'absence de capacité suffisante de stockage, les producteurs de gaz n'auraient d'autre choix que d'augmenter considérablement les quantités d'hydrocarbures brûlés. Alors que les prix de l'énergie explosent sur les marchés européens, le seul site de Portovaya brûlerait l'équivalent de 10 millions d'euros de gaz par jour. L'Espagne renforce sa législation contre le viol. Sera désormais considérée comme telle toute relation sexuelle non consentie explicitement. La distinction entre abus sexuels et viol disparaît donc du code pénal espagnol. Le texte de loi de garantie intégrale de la liberté sexuelle est approuvé définitivement par le Parlement sous l'impulsion de la coalition de gauche qui en avait fait une promesse de campagne en 2018. Cette loi fait perdre du terrain aux interprétations machistes sur le comportement des femmes. Nos jupes sont-elles trop courtes? Nos jambes sont-elles trop ou pas assez fermées? Ces questions n'ont plus lieu d'être. À droite, le Parti populaire considère que la loi affaiblit la présomption d'innocence en renversant la charge de la preuve au profit de l'accusation et aux dépens de la défense. Le parti d'extrême droite Vox se montre lui très virulent. L'objectif de cette loi n'est pas de protéger la femme mais de détruire l'homme. La définition juridique des violences sexuelles avait été au cœur de l'affaire dite de la meute, le viol collectif d'une femme à Pampelune en 2016. Les auteurs avaient été condamnés en première instance pour abus sexuels et non pour viol. La sentence avait fait descendre dans les rues du pays des dizaines de milliers de manifestants pour réclamer un durcissement pénal. L'Espagne fait aujourd'hui figure de pionnière dans la lutte contre les violences sexuelles, alors qu'en Europe, la notion de consentement explicite reste minoritaire. Total Energy jette l'éponge. Le géant français de l'énergie a annoncé ce vendredi avoir vendu à la société russe Novatek ses parts dans une entreprise accusée de fabriquer du carburant, ensuite utilisé par des avions engagés dans la guerre en Ukraine. Depuis 2 jours, le groupe pétrolier était sous pression suite aux révélations du quotidien Le Monde et de l'ONG Global Witness. L'entreprise continue néanmoins de nier la destination du kérosène obtenu et affirme que l'opération de cession était prévue depuis plusieurs semaines. En vendant ses parts, Total Energy se retire du champ gazier de Thermokarstovoye, là où était extrait le condensat de gaz qui aurait ensuite été transformé en carburant. Une opération en forme d'écran de fumée selon l'ONG Greenpeace, qui rappelle que l'entreprise a encore une participation au sein de Novatek qui ravitaille l'armée russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine, le groupe français coté en bourse est critiqué car il est la dernière majeure pétrolière occidentale à ne pas avoir quitté la Russie. L'entreprise s'était justifiée en mars en déclarant que faute de trouver un acheteur non russe, abandonner ses activités dans le pays contribuerait en réalité à enrichir le Kremlin. C'est une exposition spectaculaire consacrée au peintre franco-hongrois Simon Antai, figure magistrale de l'abstraction dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Plus de 130 chefs-d'œuvre disséminés sur près de 2700 m², faisant dialoguer les grandes périodes de l'artiste avec des toiles d'Henri Matisse et de Jackson Pollock. Beaucoup d'œuvres n'ont jamais été exposées et sont pour la plupart des grands formats centrés sur la seconde moitié du XXe siècle. La Biennale des Arte à Venise, créée à la fin du XIXe siècle, s'est imposée comme l'un des plus prestigieux rendez-vous artistiques de l'année. Jusqu'au mois de novembre, les touristes et les amateurs d'art peuvent se faire une idée de la création contemporaine avec des artistes venus du monde entier. Un événement incontournable qui, cette année, à travers son programme et son intitulé The Milk of Dream, veut réenchanter par l'art un monde en plein bouleversement écologique et politique. Ouverture ce week-end de la saison musicale à Berlin avec le Music Fest qui regroupe pas moins de 50 œuvres et plus de 40 compositeurs. Les principaux orchestres de Berlin seront présents ainsi que les plus prestigieuses formations venues d'Europe et du monde entier. 33 ensembles au total et de nombreux solistes pour le plaisir des oreilles de milliers d'amateurs de musique classique rassemblés dans la capitale allemande.